Bienvenue à bord de l'émission Sonar, le podcast à votre écoute. Ici, je tends l'oreille à celles et ceux qui créent, qui organisent, qui lancent des projets, des idées. Et à chaque épisode, je prends le temps de discuter justement avec ces artistes, ces amis, ces passionnés. N'hésitez pas à retrouver Sonar sur toutes les plateformes. Vous connaissez la chanson YouTube, Spotify, Deezer, etc. Et aujourd'hui, je tends le micro à Rémi Deboulin qui s'apprête à lancer son projet, le guide interactif de la production de l'animation japonaise sur Kickstarter. Sur ce, bonne découverte. Alors, je suis Rémi Demoulin. Je travaille dans l'animation japonaise depuis maintenant plus de 5 ans. Alors, mon projet, c'est Animego, un site web, en fait, un guide interactif. C'est pour les personnes qui veulent se préparer, principalement aussi pour apprendre à faire de l'animation en suivant la pipeline japonaise. Au niveau, par exemple, toi, vu que tu viens de la France, est-ce que ça a été au niveau des accents, tout ça? Parce que j'imagine qu'au Japon, en fonction des endroits, C'est un peu comme partout. Je veux dire, en France, tu vas dans le nord et dans le sud de la France, c'est deux accents complètement différents. Au Japon, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que la langue qu'on a à Tokyo n'est pas la même à Osaka, mais principalement, ça reste la même. Enfin, c'est plus question d'accent et de quelques mots ou expressions utilisées, mais le japonais reste le japonais, comme le français reste le français. Si quelqu'un dit je veux un verre d'eau ou je veux un broc d'eau, bon, on comprend que la personne veut de l'eau, principalement. j'avoue, le dernier, j'aurais pas compris, moi. Mais ouais, ça reste principalement, enfin, assez simple. Juste que, des fois, la langue japonaise n'est pas non plus simple à aborder sur certains points, notamment tout ce qui est apprentissage des kanji. Mais quand on a les bases, ça va. Et après, quand on connaît un peu les bases des kanji, généralement, pendant la lecture, tu peux te faire une idée de qu'est-ce que signifie le kanji en ayant certaines clés, en fait, qui sont dans le kanji. Par exemple, il y a le symbole de l'eau, qui est souvent utilisé. En fait, c'est comme un chi en katakana, sauf que il est aplati sur le côté généralement du kanji. Expliquer ça, c'est compliqué quand on n'a pas les visuels, mais en fait, tu sais que c'est relié avec de l'eau si tu as ce kanji-là principalement. Après, bien sûr, il y a des exceptions ou des trucs en plus, mais Les katakana, tout ça, comment dire? katakana et hiragana, ouais, faut les apprendre par cœur si on veut vraiment apprendre le japonais, sinon c'est un peu mort. Mais c'est pas le plus compliqué. En plus, il y a plusieurs méthodes pour apprendre assez facilement, notamment en faisant de la lecture, sans forcément vouloir comprendre, mais juste lire. C'est comme ça que j'ai appris d'ailleurs, principalement. Je lisais un livre complètement en japonais, mais je n'essayais pas de comprendre ce qui était dit, ou des fois je comprenais parce qu'il y a des mots que je connaissais déjà. Mais la plupart du temps, c'est voilà, tu sais lire certains caractères, et en fait, quand tu connais pas, t'as ton syllabaire juste à côté, et tu te dis, tiens, je vais regarder le syllabaire, voir qu'est-ce que je viens de lire, et petit à petit, ça rentre en fait. Et quand je suis arrivé au Japon, en fait, je savais déjà écrire les katakana et hiragana, alors que je les avais jamais vraiment écrits moi-même, mais j'avais tellement lu avant que je connaissais un peu le principe. Je les avais écrits quand même quelques fois pour m'entraîner, mais je me suis pas acharné dessus, quoi. Donc t'avais déjà, on va dire, t'as eu plus facile à arriver au Japon, à comprendre un petit peu. Parce que si je dis pas de bêtises, il n'y a pas réellement de nom de rue. Du coup, j'imagine pour... Oui, c'est un petit détail, hein, mais... C'est vrai qu'on n'a pas la rue de la Paix, tous ces trucs-là au Japon. Alors, si tu veux rencontrer quelqu'un et que tu veux te dire, bon, on se donne rendez-vous, alors ça sera principalement à des lieux assez connus. Par exemple, tu vas à Shibuya, tu te dis, on se donne rendez-vous à la statue de Hachiko, le fameux chien qui se tient debout. Qui a attendu Enfin, son qui est assez maître jusqu'au costaud, bout. qui attend. Voilà, c'est ça. Et voilà, on se donne lieu dans des rendez-vous où on sait qu'on se connaît. Souvent, on s'envoie les photos via les messageries pour dire tiens, je suis à cet endroit-là, retrouve-moi là. T'envoies une C'est la photo, là, ça... Vas-y, commence la recherche. Ouais, parce que en vrai, il y a des rues. En fait, ça marche par bloc, donc c'est un peu, je dirais, à l'américaine, c'est-à-dire que t'as un bloc et ça va être avec un numéro de zip précis, tu sais, les codes postaux. Et chaque bloc, ils ont leur propre truc. Puis après, t'as par exemple, Sanchome, ça veut dire que c'est le troisième bloc du quartier. Après, t'as des numéros, c'est des numéros plus de parquet. Imagine, en fait, c'est vraiment, t'as la ville. Ensuite, la ville est séparée en quartiers. Et ensuite, c'est séparé par terrain.
Et après, par terrain, tu es séparé par numéro de porte. Et ouais, c'est particulier comme truc quand tu connais pas, mais une fois que tu as compris le truc, ça devient assez facile à comprendre. Je suis certain que c'est de la passion, mais j'imagine parfois c'est, comment dire, ça doit être un peu usant du coup le fait par exemple de travailler sur un projet pendant par exemple 6 à 8 mois. Enfin, faut être patient quoi. Ça, Ça dépend, parce que, par exemple, je connais des gens qui sont à la Toei, donc ils travaillent sur One Piece, et ça fait quelques années qu'ils sont dessus, enfin des années, ça va faire au moins plus d'un an que des gens sont dessus, particulièrement, et ils sont pas aussi délaissés, enfin ils sont toujours à fond sur le projet, parce que le projet leur intéresse en fait. Si le projet il a un grand intérêt, quand bien même c'est ressassant des fois, c'est assez facile d'être dedans. Et en fait, c'est vrai qu'en tant qu'animateur, c'est beaucoup de passion, mais si le projet ne plaît pas, ça devient compliqué en fait de travailler dessus des fois, ça arrive. Ça m'est arrivé d'avoir un projet, au début je suis inspiré quand je vois le truc, puis 3 mois plus tard, il m'envoie les fichiers pour travailler et j'ai plus l'inspiration que j'avais avant et ça me donne pas plus envie que ça. Donc des fois, je fais le travail un peu, à contre-cœur comme on dirait. Même si j'essaie de le faire bien, hein, je sais pas de saboter le truc, ça c'est pas mon truc. Mais voilà, j'essaie de faire mon maximum, même si j'ai pas l'inspiration qui vient à ce moment-là, quoi. Ça peut arriver, ça peut arriver. mais du coup, là aussi l'intérêt du Discord et de s'entraider, tout ça, ça peut donner des petits coups de boost de motivation, de se dire ah j'avais pas vu les choses comme ça ou ah finalement hop ça va aller mieux et hop c'est reparti quoi. C'est ça, c'est ça. Des fois, il suffit même de faire une pause au milieu. Des fois, on nous donne un mois pour faire une production sur une séquence. Il se peut que on fasse le début d'une séquence, puis qu'on perd un peu la motivation au milieu, puis en fait, on fait une pause de 2 3 jours. Limite, on fait autre chose. Et quand on revient dessus, bah là, on est ah bah tiens, j'ai envie de le refaire quoi. Puis on repart à fond sur le projet. Ça arrive, plus qu'on le pense. Après, ça dépend de la mentalité des personnes aussi. C'est vrai que moi, c'est soit je suis très très concentré dedans, soit je suis pas dedans du tout. Et quand je suis pas dedans, bah, j'essaie de le faire quand même, mais c'est très très dur. Et toi par exemple quels sont les conseils que tu donnerais aux gens, je te rassure, c'est pas une question de fin, bien au contraire. Ouais. C'est, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens juste pour justement garder cette motivation quand ils sentent que quand ils veulent commencer une petite animation ou un truc, bah ils vont se dire mince, il y a un truc qui coince ou quoi. À part justement le fait de demander sur le Discord. J'allais dire demander des conseils sur Discord, mais si je me dis à part ça. Des fois, quand on a trop la tête dans quelque chose et qu'on sent que ça coince, c'est bien d'aller faire quelque chose d'autre. Notamment, par exemple, on est à fond dans une animation, on se dit tiens, ah ça coince, j'arrive pas à faire ce mouvement précis. Bah, du coup, essaie d'aller voir pour faire autre chose, un autre type d'animation, un truc très simple des fois pour relâcher la tête, voire parfois pas faire d'animation, juste se détendre, faire quelque chose d'autre. Et puis quand on revient dessus, en fait, on a une nouvelle vision et des fois on peut recorriger ce qu'on avait fait. Et ça peut ressortir des fois même 1000 fois mieux que d'être dedans à fond et de revenir de jamais de sortir, revenir et puis se dire bah ouais j'ai rendu ça quoi. Ça dépend vraiment du mood de la personne aussi, tu me diras. Chacun est différent. Je me souviens d'un petit truc en animation. Euh, Est-ce que ça t'arrive encore parfois? Tu vois la question arriver peut-être. Est-ce que ça t'arrive parfois que quand tu te dises ah ben on voudrait faire telle comment dire telle animation ou tel mouvement et tout, est-ce que ça t'arrive de te lever de ta chaise et de faire le mouvement pour savoir comment ça va fonctionner Oh plus d'une fois, plus d'une fois. Alors souvent, bah, comme on dit, hein, animateur, on crée certes, mais on a des références. Il faut qu'on utilise des références parce que sinon, c'est trop, bah, soit le mouvement colle pas, soit il y a des problèmes, machin. Et des fois, c'est bien aussi d'utiliser des miroirs. Donc miroirs, appareil photo, tout ce qu'on a sous la main pour capturer nos propres mouvements, pour voir comment nous, on est capable de faire un certain mouvement, quoi que ce soit, et des fois, ça aide énormément pour ensuite rattraper sur une animation, etc. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se cachent, mais décalquer, c'est très bien aussi. En animation, faut savoir qu'au Japon, on n'a tellement pas le temps que des fois, il y a carrément des images du Setei. Alors, Setei, c'est
ça veut dire paramètres, mais tout ce qui est model sheet, fiche de personnage, etc. Il y a des gens, ils reprennent littéralement la tête du personnage dans le model sheet et ils le décalquent dans leur animation. Et ça arrive plus qu'on ne le croit. Après, il y en a, ils le réutilisent en référence parce que la tête doit être légèrement différente. Mais voilà, après, tout ce qui est basé sur le mouvement, on a tendance à soit utiliser des miroirs, soit à se refléter soi-même, par exemple. Juste à savoir, quand on regarde sa propre main, où est-ce que les os y sont exactement, quand on appuie à un endroit particulier, qu'est-ce qui se plie plus que d'autres. Des fois, on découvre même ce qu'on est capable de faire avec notre propre corps, juste en essayant de faire un mouvement. Donc, ça dépend vraiment, mais ouais, on utilise toujours des références, souvent sur nous-mêmes. Ou parfois, est-ce que... Je me souviens, c'était aux études, il y avait un prof qui nous avait dit, je sais pas si tu avais eu le même peut-être, suivez des gens dans la rue et regardez comment ils marchent, comment tout ça pour s'inspirer. Oh oui. Je crois qu'on a eu le même. On devait même marcher comme eux et tout, les suivre de près et faire les mêmes mouvements. Oh mon Dieu. Mais oui, c'est du mimétisme en soi, mais c'est important. C'est important, comme ça on étudie un peu l'environnement autour, mais ça nous fait, mine de rien, une sorte de base de données dans notre tête pour savoir le réutiliser potentiellement plus tard. C'est dire, tiens, une fois que j'ai vu quelqu'un marcher comme ça, peut-être que je devrais faire marcher mon personnage comme ça cette fois-ci. C'est des exemples. Quel type de communauté tu souhaiterais bâtir autour de ce projet Animego? Voire aussi après avec Hiro Sakuga. Enfin, même si c'est un Team Molly. Des gens gentils. Quel type de communauté? Bah forcément des passionnés d'animation principalement. C'est la majorité que j'essaie de toucher. Après, Hiro Sakuga, c'est un peu plus compliqué parce que bien sûr, il y a des fans d'animation, mais il y a aussi des fans d'un autre genre, bien sûr pas accessible pour les autres qui ne veulent pas voir ce genre, comme je dirais. Je vais éviter de propager sur ce sujet-là parce que c'est pas trop mon truc. On va dire des projets plus adultes. Ouais, plus adultes. Voilà. Même si ça fait partie de l'animation japonaise, mais voilà. Dans tous les cas, les codes pour créer de l'animation sont de toute manière les mêmes, même s'il y a parfois quelques variantes, mais voilà. C'est plus ou moins les mêmes en général, ouais. Mais voilà, principalement vraiment que des passionnés de l'animation, même des gens qui sont intéressés un petit peu, ou voilà quoi, c'est ce que je souhaite rassembler, des gens qui aiment discuter, qui veulent s'entretenir entre eux. Et voilà, il n'y a pas de compétition. Il y a plein de gens qui comprennent pas, mais dans l'animation, c'est pas une compétition. Chacun a ses propres skills, chacun a ses propres savoir-faire, et c'est pas une raison pour essayer de se battre les uns les autres à se dire bah, je vais faire une meilleure animation que toi. Alors, c'est bien d'être compétitif en soi, mais faut le garder pour soi-même et pas essayer d'écraser les autres à côté, quoi. Malheureusement, j'en ai vu énormément faire ça dans le monde de l'animation. Et je le dis tout de suite, mais si je vois ce genre de comportement dans la communauté, je veux pas ces gens-là dans la communauté, quoi. Qu'ils soient bons ou pas, si c'est des gens qui sont vraiment aussi prétentieux que ça, c'est pas la peine. Ils seront recadrés. Hop. Ouais, mais justement, je fais Animego pour que ce soit ouvert à tous et qu'on puisse s'entraider tous. Et c'est le principal. Parce que le monde de l'animation au Japon, étant ultra sous-effectif, c'est pas juste en sous-effectif, mais genre, ils sont en manque d'effectifs de fou furieux. Et ils ont besoin de main-d'œuvre. Et quand même, il y a des débutants, des trucs comme ça. Des fois, il y a des débutants, mais ils rendent des trucs. C'est pas recevable, en fait. Et du coup, ça fait perdre du temps pour les studios, pour l'animateur lui-même, et aussi c'est une perte d'argent pour le studio parce qu'il doit payer l'animateur qui a rendu une animation qui est irrecevable, malheureusement. Du coup, ce que tu me dis là, ça me fait penser à une question. Est-ce que dans un projet futur, t'as déjà... Enfin, j'imagine que s'il y a des gens justement qui se lancent un peu avec, comment dire, avec ton projet, est-ce que, j'imagine, ça pourrait arriver des gens qui se disent « Ah, est-ce que
voilà, ça fait quelques mois que je suis dessus, etc. Tu vois mon niveau, est-ce que tu crois que je pourrais, par exemple, bosser pour un studio avec toi ou des trucs ainsi? C'est... Alors, enfin, c'est compliqué parce que, bah, par exemple, j'ai des étudiants qui étudient du coup l'animation avec moi directement. Et avec eux, je vois pour faire en sorte qu'ils puissent aussi s'intégrer directement dans l'animation japonaise. Et pour ça, bah, par exemple, quand j'ai du travail, etc., bah, je leur donne une partie du travail pour qu'ils puissent s'entraîner eux-mêmes. Mm. Et comme ça leur permet de se faire la main et de pouvoir composer leur propre portfolio. Le truc, c'est que je peux pas faire ça non plus avec tout le monde parce que je suis tout seul pour faire ça. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui le feraient à côté, des professionnels qui sont déjà instaurés dans le milieu, qui seraient capables de faire ce genre de choses aussi. Mais si j'ai 100 personnes qui du jour au lendemain me disent ouais, tu sais me faire rentrer dans l'industrie et tout, je risque d'avoir du mal parce que bon, j'ai pas non plus contact illimité. J'ai pas de, enfin j'ai un calendrier quand même assez serré aussi, pas caché que je dois travailler à côté. Maintenant, je peux toujours les recommander vers des studios, etc. Mais faut savoir un truc, c'est que si un animateur veut se lancer, malheureusement, ce n'est pas à moi de dire si oui ou non il est apte à se lancer. Alors je peux faire un jugement, on va dire objectif, même si l'objectivité c'est compliqué dans ce genre de milieu. Toujours relatif, hein. C'est ça, c'est relatif. Donc ça reste quand même une critique subjective en soi, mais je peux toujours jauger son niveau, lui dire si oui et non il est capable de rentrer dans l'industrie. Cependant, s'il veut rentrer, ce ne sera pas forcément par moi qu'il faudra passer. Donc je peux toujours apporter un jugement, ça y a aucun problème. Mais s'il veut rentrer, il va falloir qu'il le fasse aussi par ses propres moyens. Sinon, après, je sais pas si je verrai plus tard dans le futur s'il y a un moyen que je sais pas encore comment amener ça, mais pouvoir faire en sorte que des débutants puissent trouver un peu leur compte dans des studios, des trucs comme ça, pour pouvoir se lancer et sans avoir à chercher n'importe où. Voilà. Mais le plus important quand même pour une personne qui veut se lancer, c'est d'avoir un portfolio solide et notamment montrer des animations. Parce que même si souvent les débutants n'ont jamais travaillé dans la Japanime, imaginons, c'est d'avoir, ne serait-ce que par exemple quelques cuts, mais avec leur timesheet rempli, l'exportation des images, etc. Donc tout ce qui est les cellulos, etc. exportés proprement et tout, limite avec le point clip dedans, enfin tout ce qui est nécessaire pour se lancer, quoi. Parce que les studios, eux, ils jugent pas forcément que l'animation. Alors il y en a beaucoup qui jugent que l'animation, mais beaucoup de débutants, ils sont là, ils font une animation en 3 mois, imaginons une seule animation. Alors elle est très belle l'animation, hein, c'est un seul cut, hein, un seul shot, magnifique. Il a mis 3 mois à le faire. Le studio, il va voir ça, il va dire ah c'est trop bien. Et des fois, ils recrutent la personne, mais la personne va arriver dans le studio, ils vont faire un shot en 1 mois, moins compliqué que ce qu'ils ont fait pour leur portfolio. Et un seul shot, c'est pas suffisant. Ils leur font au moins 11 ou 15, j'en sais rien, mais il faut au moins une quinzaine de shots par mois. Et c'est là que ça coince souvent avec les studios, c'est que les débutants, ils sont pas capables de travailler suffisamment vite. Et du coup, souvent, il y a beaucoup de déceptions, des gens qui sont blacklistés pour ça. Et du coup, faut se dire que si quelqu'un est capable de rendre un cut, on va dire fait, allez, imaginons un cut d'action en 1 semaine très beau, très propre, avec timesheet, etc. Là, il n'y a pas de problème. Le studio serait capable de le prendre pour faire de l'action, etc. Régulièrement. Mais voilà, faut savoir juste jauger qu'est-ce que la personne est capable de faire. Et aussi, pas de se dire je vais travailler sur une animation pendant plus de 3 mois en faisant un rendu magnifique sur un seul shot, mais qu'à la fin on soit pas capable d'assumer de travailler derrière. Ça peut être Voilà, une porte d'entrée, puis après, hop, essayer de diminuer un peu les délais, s'entraîner, tout ça. c'est ça, c'est ça. C'est bien de faire des trucs jolis, mais après il faut aussi faire des trucs qui sont, on va dire, censés pour de la Japanimation et pas juste se dire je vais faire un cut très beau et le reste on verra, quoi. Et on parlait tout à l'heure justement de la version occidentale des pipelines, etc.
Est-ce que les délais sont sensiblement différents ou c'est toujours aussi des... Comme je t'ai dit, j'ai jamais vraiment bossé dans des studios français, hein. J'ai été même traumatisé par ça, euh, en cherchant du travail en France, là-bas. Donc j'ai pas forcément d'idée sur comment ça se fait dans l'animation française, enfin européenne, on va dire. Mais il me semblerait que les délais sont assez souples en France. Ça dépend, je pense que ça dépend aussi de ce que fait la personne. Mais c'est vrai qu'au Japon, bah, des fois, il faut travailler. Il y a des studios qui prennent des gens qui seulement s'ils font 40 cuts par mois, mais c'est énorme. Après, ça dépend encore 44 par de mois, la c'est- vitesse de travail. Là, récemment, j'essaie de voir pour faire des... Parce que je fais du Sakan. Alors, Sakan, c'est directeur d'animation. Alors, principalement, je fais des corrections d'animation. Donc, tout ce qui est Cara Animation pour mettre sur le design, etc. Et il me demandait de faire 70 cuts par mois. Alors, c'est des corrections. Donc, les cuts sont déjà faits, j'ai juste à corriger. Mais quand même, c'est conséquent. Et quand t'es in-house, etc., il n'y a pas de problème, je pense. Parce que tu sais, t'as l'ambiance, c'est bien. Mais quand t'es à la maison, et qu'en plus c'était un semi-contrat, donc c'est pas un contrat qui doit être tout le mois, mais seulement une moitié, et qu'on te dit tu fais 70 cuts, non, c'est pas possible. Mais voilà, c'est un exemple. C'est un exemple, et j'en ai déjà vu plein d'autres. Où ils te disaient, ouais, il faut que tu fasses 40 cuts en layout par mois et après en Nigen, sachant que le Nigen, ça prend 2 fois plus de temps. En fait, c'est le layout, tu fais l'animation, on va dire, un peu sale, mais c'est juste pour avoir l'animation lui-même et poser le personnage. Sur débauche un petit peu de... Voilà, c'est ça. Et le Nigen, en fait, c'est la partie où on clean toutes les frames, toutes les keyframes du monde. Donc les poses clés, il Mhm. faut qu'elles soient propres. Et qu'elles soient tous propres avec leurs ombres, lumière, etc. Pour info, les pauses clés, c'est les intervalles entre deux pauses, si on peut dire. Non, les poses clés, c'est les poses en fait qui servent à faire l'animation elle-même. Et après, on met des intervalles entre les poses clés. Au moment de lancer ton projet, tout ça, est-ce que t'as... Enfin, j'allais poser une question bête, mais est-ce Il n'y comment a dire, pas de vu question bête. le... Ah, un peu quand même. Mais disons que avec justement bah, les collègues que t'as, les gens qui s'aident, qui s'entraident, etc., tout ton entourage, est-ce que il y a des gens justement qui se sont dit, ah ben, j'ai envie de voir un peu ton projet et tout. Est-ce qu'il y a eu des sortes de testeurs ou de débutants qui se sont dit, ah ben, je vais regarder tout ça et que tu as pu avoir déjà des, des retours avant de lancer le Kickstarter, par exemple? Ah bah le site est déjà en ligne en fait. Le site est déjà accessible à tous. Le lien est en description Euh, aussi. Hmm. Donc oui, j'ai quelques personnes qui sont passées voir quand même, parce que je leur demandais des rendus. Principalement quand je faisais du code, etc. Parce que je faisais, en fait, j'essaie de faire du code et des fois je rentre des articles pour après tester le code s'il marche bien et du coup je fais des corrections, des corrections. Donc je demande à des amis s'ils peuvent vérifier si ça apparaît bien chez eux, des trucs comme ça. Mais aussi, ben, il y en a qui regardent déjà le site pour savoir bah, si les descriptions sont correctes, etc. Comment on fait un pan dans un shot d'animation, comment on fait ci. Et, niveau retour, ça reste plutôt positif pour le moment, quoi. Donc, j'ai pas, c'est plutôt cool. Maintenant, à voir quand j'aurai plus de contenu, j'imagine que les gens sont beaucoup plus à se familiariser avec. Mais pour l'instant, on va dire que j'ai un bon petit départ sur le site, quoi. Bah, c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de choses sur le site et on peut remarquer d'ailleurs certains, comment dire, certains aspects de la production qui sont déjà, déjà couverts. Pourquoi, du coup, avoir choisi tous ces éléments? Par exemple, BenQ, Renshu, tous les fichiers, des ressources, des animations templates, certains logiciels, par exemple, Clip Studio Paint. Euh, bon, j'imagine que c'est des bases, mais pourquoi as-tu choisi ceux-là en particulier? Alors pour Benkyo, Renshu, tout ça, alors j'ai utilisé les termes à la japonaise. Euh, Parce que bon, moi je suis familier avec ça, mais je me dis comme ça, les gens, bon, je sais pas, une petite identité propre pour le site même. Euh,
Après, tout ce qui est, notation et cetera, ça c'est tout ce qui est notation qui se passe sur les timesheets, les et la time chart et cetera, donc pendant l'animation, donc c'est, on va dire, la passe la plus importante pour les animateurs. Après, il y a bien sûr des fichiers et ressources, qui ça est, pour les gens, en fait, qui veulent avoir des fichiers et des ressources et qui sont jamais, par exemple, allés dans l'industrie de la Japanimation et donc qui n'ont aucun template ou qui n'arrivent pas à en trouver un forcément ou quoi. Ou alors qui veulent trouver une timesheet, un truc pour faire leur propre CTE, etc. Du coup, j'ai mis ces fichiers à disposition pour les gens qui veulent s'entraîner ou faire leur propre petit projet avec ces fichiers-là. C'est gratuit, c'est accessible, c'est le plus important. Je Ici, vois on est même dans qu'il le y a des partage. templates avec template white background, template transparent background, déjà pour tester avec C'est différentes. ça, c'est ça. Ça permet comme ça, les gens, en fait, ils peuvent s'organiser eux-mêmes. Alors, il y a le point clip en général qui est fourni. Point clip qui est pour Clip Studio Paint, comme tu l'as mentionné plus tôt dans la question. Donc, j'ai choisi Clip Studio Paint parce que nous, en tant qu'animateurs, dans la Japanim, on a tendance à bosser principalement avec Clip Studio Paint. Donc, nous, les animateurs, on a tendance à travailler avec Clip Studio Paint. C'est principalement pour ce choix-là. Après, il y a d'autres choix de logiciels. Dans la pipeline japonaise, on a tendance à tolérer en fait de ne pas avoir le point clip, donc le fichier clip Studio Paint, mais juste on a besoin des images principalement. Donc on fait des exports en JPG, etc. avec fond blanc. Et comme ça, eux, ils récupèrent et ils font leur propre tambouille dans les studios avec les images. Ils n'ont pas besoin du template. Mais juste que c'est plus pratique Clip Studio parce que maintenant, les studios, eux-mêmes, ils utilisent directement Clip Studio en interne. Et en fait, ils peuvent faire leur propre correction, etc. directement dans leur propre fichier, dans le fichier même, au lieu de devoir tout réimporter dans leur truc, refaire les trucs de A à Z, réimporter avec la timesheet, etc. qui prend en fait un petit temps, quoi. Donc c'est juste une question aussi de fluidification de la pipeline. Du coup, c'est pas le seul logiciel qui est utilisé. Clip Studio Paint est un gros exemple, mais j'imagine parfois s'il y a des gens qui utilisent d'autres logiciels, ça, J'en connais qui utilisent TV Paint, mon c'est le nom que j'avais Nemesis, en tête. je hais ce logiciel. Après, il y a des gens qui apprécient d'être avec un logiciel plutôt qu'un autre, ça dépend toujours des gens, bien entendu. Bah, je pense à La Flash par familiarité. exemple, mais bon, Flash, Flash, ouais, l'ancien. ouais. Il y en a qui font sur Flash, c'est ça le pire. Mais après, tant que ça rend bien, je dis pas non. Enfin, le but, c'est qu'on ait en fait des images à la fin. Le studio se débrouille avec. Maintenant, le plus avantageux, c'est toujours Clip Studio Paint. Et je trouve qu'il est très adapté parce qu'on a les mouvements de caméra, on peut rajouter des effets, des trucs comme ça. Le logiciel est prévu pour faire de l'animation, des illustrations et même des comics, donc des mangas, des trucs comme ça. Il y a tout qui est prévu pour faire avec ce logiciel. Mais c'est un système à abonnement ou Et il y a pas? les deux. On peut acheter le logiciel à vie pour 200 $, je crois. Après, il y a souvent des réductions à 60%, donc souvent il est à 120, 128 $, un truc comme ça. Et sinon, il y a un système d'abonnement. Et l'abonnement, en fait, la différence, c'est que quand on achète le logiciel à vie, le logiciel a tendance à être bloqué par exemple, on va dire, j'achète la 2.0, le logiciel sera mis à jour 2.0. Après, c'est 2.0 point, je sais pas combien, mais il y aura pas la 2.1. Par contre, si on Hmm. a l'abonnement, on peut avoir la mise à jour 2.1, 2.2, 2.3, etc. jusqu'à. En fait, l'abonnement, ça permet d'avoir la dernière version du logiciel, tandis que l'autre, c'est plus la dernière version du logiciel jusqu'à 2.1, tu peux plus accéder à la 2.1, quoi. C'est juste 2.0.36 par exemple. Ou quelqu'un qui a un J'exagère. plus petit budget ou des gens qui veulent tester sur une plus courte période. Ok, ok. Ça dépend. Après, par exemple, moi, j'ai tendance à upgrade à chaque fois. J'ai commencé à la 1. Je sais plus combien. Et en fait, lorsque la 2.0 est sortie, j'ai commandé l'upgrade. Mais en gros, comme j'ai une version définitive, ça te permet d'upgrade ta version facilement, pas trop cher. Et voilà quoi. Du coup, tu rachètes encore un morceau, mais voilà, c'est toujours ça de prix.
Sinon, pour revenir du coup sur ton projet Animego, lors de la création, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées lors de la création de ce projet-là? Et si tu as les solutions aussi que tu as trouvées du coup. Difficulté principalement, le code, hein, parce que j'ai beau m'y connaître en code, je suis pas non plus un pro, j'y passe pas tous mes journées dessus donc ça déjà avant de me lancer dessus, ça faisait un bout de temps que j'avais pas codé, donc il a fallu que je me remette sur les tracks, enfin sur la route. Heu, Après bon, ça revenu tranquillement. Après, j'ai toujours eu des moments de problèmes de code, notamment quand j'ai fait le système de langue. Heu, j'ai retravaillé 3 fois, c'est-à-dire que j'en avais un que j'avais travaillé pour un vieux site que j'avais fait, je l'avais réinstauré donc pour celui-ci. Neon Le Cult? problème ah ouais, ouais, Si, 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 oublie si. ceci, oublie Ok, ceci. on couperait au montage, mais Non, non, c'est pas grave, mais on laisse alors. c'est juste qu'il date un peu et bon, c'était de la news sur le Japon, mais après, voilà, c'était à l'ancienne. Est-ce que... Attends, je fais un petit parallèle, mais tu vois qui c'est Ici Japon Corp? Ouais, ouais, ouais. Il me semble qu'il y a un moment donné, il avait créé un site justement pour faire apprendre le Japon, etc. Du coup, on pourrait dire que tu as un peu commencé un peu dans le même, la même envie de partage. J'ai toujours envie de partager, mais ça, c'était quand j'étais encore en France. Et en fait, quand je suis arrivé au Japon, bah, j'ai commencé à travailler, tout ça, et je me suis rendu compte que j'avais plus le temps du tout, quoi. Hmm. Et du coup, bah, c'était un peu fini. Puis, la plupart du temps, je passais mon temps à coder pour réparer des bugs, des trucs comme ça. Et aussi, ben, j'étais pas en fait, j'avais trouvé des gens pour m'aider à écrire des articles qui les intéressaient et cetera. Et du coup, ils écrivaient les articles et moi, je faisais les relectures pour corriger les fautes d'orthographe et cetera. Bon, après, ça revient aussi parce que j'avais un travail qui était dans la langue et il fallait que je fasse justement des corrections de langue, en français, savoir s'il y avait des fautes d'orthographe et cetera. Donc c'est un peu, bon, on s'écarte un peu du truc, mais ouais, c'était un projet, on va dire, assez lourd et ambitieux aussi de mon côté, mais j'étais tellement pris par tellement de choses que j'ai jamais pu aller, plus loin que ça. Puis après, à un moment, le site a été un peu abandonné parce que plus personne n'écrivait dessus, enfin, c'était finito, quoi, donc j'ai fini Bah, par l'abandonner. sinon, pour parler des langues, ton site Animego est en Mmh. français, mais aussi en anglais. C'est ça, c'est ça. Donc, ouais, c'est une partie où j'ai eu du mal à coder, comme je disais plus tôt, j'ai dû passer 3 fois dessus pour, le faire un truc final. Donc la première fois, j'ai fait un truc vraiment, anglais-français et je me suis dit: «Mais si je dois ajouter d'autres langues, mais je vais galérer» et en fait, je l'ai refait une deuxième fois en rajoutant une possibilité d'ajouter plus de langues, mais toujours le code n'était pas fluide. C'est-à-dire que si je voulais changer, il fallait que j'aille sur toutes les pages pour changer à chaque fois, rajouter des trucs et cetera. Hmm. Et au final, j'ai fait un truc un peu centralisé, c'est-à-dire que je dois changer à un endroit précis et je peux rajouter des langues supplémentaires si j'ai besoin dans le futur. Donc voilà, ça me permet de progresser et de faire en sorte que pour le futur, si j'instaure d'autres langues, au moins, il sera accessible pour plus de personnes, sans que j'ai trop à me soucier du code plus que ça. Après, d'autres features où j'ai eu du mal, il y a aussi la fameuse barre de recherche. C'est-à-dire que quand tu arrives sur une page, par exemple la page du glossaire, essayer de faire une recherche dessus, en fait, il y a soit la recherche où tu appuies sur entrée, ça recharge la page en montrant ce que tu recherches et cetera. Mais moi, je voulais un truc plus direct et en Ajax. Ajax, c'est un langage de programmation et ça permettait en fait que tu commences à taper le mot et en fait, ça te permet de trier directement tes articles, dans ton lot, quoi. Et ce genre de truc-là, ça m'a un peu pris la tête, je dois avouer, mais ça marche et je suis plutôt fier du résultat final. J'essaie de travailler le plus possible, ouais. J'essaie de travailler le plus dessus pour que ce soit propre, clean, facile à naviguer, que Hmm. ce soit même sur, navigateur ou sur téléphone. Je veux faire en sorte que, ouais, tout soit propre et facile d'accès pour tout le monde, quoi. Donc voilà, pour rassurer les gens, le site est en responsive, donc tout va bien. J'espère du coup que toi aussi tu profites un petit peu, comment Ah dire, oui, oui, pour... oui. Ah voilà. ça c'est bien, c'est cool, je fais pas beaucoup d'interviews en général donc Vous venez d'écouter un épisode de Sonar. Merci beaucoup. N'hésitez pas à checker nos autres réseaux pour découvrir tout ce que nous vous partageons.